Passionné de cinéma, auteur d'un ouvrage remarqué qui a un très beau titre sur Jacques Rivette, donc Jacques Rivette, Secret compris. Vous êtes également traductrice de l'anglais et de l'italien. Et donc vous avez publié en janvier dernier Le Dernier Fleuve aux éditions Actes Sud, maison dans laquelle vous aviez déjà publié plusieurs romans. Le Dernier Fleuve, c'est l'histoire de deux frères, hein, Mo et Joe, qui arrivent épuisés au bord de ce fleuve et qui cherchent à survivre. Et ils vont rencontrer plusieurs personnages dignes de tous les contes, une mère gorgone, une femme sorcière, des êtres réfugiés dans des grottes. Et ils vont à la fois être accueillis mais aussi menacés, on va le voir, par ce grand fleuve. Timothée de Fontbelle, vous êtes un de nos grands romanciers pour la jeunesse. On peut citer parmi les livres qui ont connu un grand succès, publié chez Gallimard Jeunesse, Toby Lolness, Van Gogh, Le Livre de Perles, qui ont été traduits dans de nombreux pays. Vous êtes dramaturge aussi, et vous avez donc publié Neverland aux éditions de l'Iconoclaste il y a 2 ans, qui est votre premier livre pour adultes. Il est présenté comme ça. Neverland, c'est l'histoire d'un homme qui peut-être est grandement vous, je ne sais pas, grandement vous, qui nous raconte qu'il a décidé de retourner, si cela est possible, en tout cas il va chercher des points de passage pour cela, retourner au pays de l'enfance, alors pas tant de son enfance que de, je vous cite, l'enfance absolue, la source commune, l'eau violette des origines. Donc cette quête va provoquer la résurgence de souvenirs, mais aussi une réflexion sur cette quête. Alors, l'enfance, un paradis perdu, combien de livres, de poèmes, de chansons se ricochent sur ces 3 mots-là. Alors, vous citez Rimbaud, Timothée de Fontbelle, moi je voulais citer Baudelaire pour commencer doucement ce matin. L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine? L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs. Alors, ce qui me plaisait dans cette citation, c'est qu'il y a déjà de la géographie et que la géographie, elle vous rassemble tous les deux dans votre façon d'essayer d'aborder l'enfance. Timothée, je voulais commencer avec vous. Cette métaphore spatiale, elle est là, elle irrigue tout votre livre. Dès les premières lignes, hein, vous parlez des hauts territoires de l'enfance, derrière les torrents, les ronces, les forêts, après les granges brûlantes et les longs couloirs de parquet. Et vous terminez en évoquant le pays des lendemains, le pays des adultes. Je voulais savoir si ce biais géographique pour parler de l'enfance s'était imposé vraiment tout de suite au moment d'écrire ce livre. Est-ce qu'il avait vraiment nourri cette démarche d'écriture ? Je pense que c'est une réaction à quelque chose qui est impossible. Quand je me suis dit, je vais repartir dans l'enfance, il y a cette machine à remonter le temps qui est, pour le coup, irréversible, vraiment. Et donc, il a suffi finalement pour moi de la mettre à plat dans l'espace, cette temporalité. C'est tout à coup, si elle devenait un territoire, je pouvais y voyager. Et c'est une pure méthode Sioux d'auteur qui veut trouver le moyen de braver un interdit qui est celui de l'écoulement du temps. C'est aussi une illusion parce que finalement je fais le tour de ce territoire. Je suis sur son chemin de ronde, mais à aucun moment j'arrive à y mettre le pied. Là, pour le coup, il y a une sorte d'interdit. Je ne sais pas, en tout cas, je sais que je regarde, je fais semblant de remonter vers l'enfance, mais je ne l'atteins pas. Et je suis l'homme de 46 ans, ou 44 au moment de l'écrire, peut-être, qui fait cette tentative. Donc, voilà, c'est un territoire. Pour moi, d'abord, mais ensuite, c'est des visions vraiment claires dès le début. Pour moi, c'est un territoire haut perché, c'est un haut plateau. J'ai un faible pour les hauts plateaux. De toute façon, je marche beaucoup dans les Causses, dans l'Aubrac, c'est-à-dire 1000 mètres d'altitude. Moi, c'est l'endroit où je respire, c'est 1000 mètres d'altitude. Je le dis pas, mais Neverland est à 1000 mètres d'altitude. Et donc, je suis sur ce haut plateau. Et enfin, j'en fais le tour et je regarde de l'autre côté. De même qu'enfant,
j'avais de temps en temps des coups d'œil sur je dis, l'amour, la mort, et je me retournais pour surtout que ça ne vienne pas trop vite, et je repartais dans les buissons. Puis il y a l'idée que le monde des adultes, c'est forcément descendre. Oui, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est descendre, ensuite c'est descendre. Même il y a une cascade géographiquement. Pour moi, il y a quelque chose donc qu'à part quelques poissons sur lesquels j'ai un peu enquêté, ces poissons qui arrivent à remonter au Brésil en particulier des cascades verticales de plusieurs dizaines, centaines de mètres de haut. À part ça, c'est quand même très difficile de remonter des cascades. Donc, il y a là aussi un mur de... et donc, c'est descendre, ouais, je pense que il y a une question aussi d'attraction terrestre là-dedans, de mouvement naturel, et je pense qu'il y a le vertige de ça qui m'a pris et qui m'a poussé à écrire ce livre. Hélène Frappa, avant de parler du fleuve qui organise tout votre livre, qui aimante vraiment l'histoire et les personnages, je voulais revenir justement juste sur ce pays adulte qui est celui des grands lendemains, comme l'écrit Timothée. Votre roman, au contraire, c'est quand même celui du grand présent. C'est le temps du grand présent, c'est-à-dire qu'on ne sait rien d'avant cette histoire, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi ils sont seuls, qui sont leurs parents. En fait, j'ai vu vraiment presque le grand risque du roman, le grand risque de la littérature. C'est-à-dire, vous dites au lecteur, ils arrivent, et vous demandez qu'on vous croit. Et donc, je me demandais si le paradis perdu, c'était pas peut-être justement cet acquiescement-là. Vous nous remettez à cet endroit où, enfant, on acquiesçait justement aux histoires qu'on nous proposait. Oui, enfin, bon, moi je crois pas trop au paradis, à la limite l'enfer perdu, mais comment dire ? C'est très juste ce que vous dites sur le présent. En fait, quand j'avais quasiment fini d'écrire ce livre, je suis tombée sur une phrase de La Bruyère qui parlait de l'enfance. Malheureusement, je vais pas réussir à la citer de mémoire, je m'en souviens plus, mais je me souviens qu'elle m'avait vraiment frappée par sa grande beauté, sa simplicité, où il disait que l'enfance, par opposition, enfin, ce qu'on perdait pour le coup en étant adulte par rapport à l'enfant, aux enfants et à l'enfant soi-même qu'on a pu être, c'était cette capacité à vivre le présent et dans le présent entièrement. Et cette phrase m'avait vraiment assez sidérée parce que je me suis dit finalement c'est ce que je suis en train de faire, enfin parce que j'avais pas tellement d'intention et ni de recul sur ce que je faisais, et en fait c'est ça en effet, vous avez raison, qui est en jeu, le fait que tout se joue et tout se rejoue en permanence à chaque instant. Alors pour moi, comment dire, je crois pas à l'irréversible, j'y crois pas, non pas que l'irréversible n'existe pas, je suppose que la réalité existe à un moment, mais enfin je décide de pas y croire, et je pense qu'on peut tomber, vous parlez de cascade, de tomber, l'image effectivement me parle beaucoup, mais moi je la verrais plutôt comme dans Alice au pays des merveilles, où une fois qu'on est tombé, il y a cette phrase magnifique au début d'Alice au pays des merveilles, où Lewis Carroll écrit « Elle tombait, 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 sa chute ne prendrait-elle jamais fin ?» jamais en italique. Et en même temps, une fois qu'elle est tombée, bon, elle grandit, elle rapetisse, elle grandit, elle rapetisse, elle grandit. Il n'y a pas d'irréversible, en fait. C'est-à-dire... et l'enfance, c'est ça. Alors, je pense qu'il n'y a aucune différence, pour moi, alors c'est pas toute la littérature, mais en tout cas, moi, dans le rapport que j'ai à la littérature, il n'y a aucune différence entre ce rapport au présent et cette croyance dont vous parlez et le fait d'écrire. Aucune. C'est-à-dire, ce qui veut dire que l'enfance n'est pas perdue. Elle peut pas être perdue si on écrit, parce que c'est avec ça, à mon avis, enfin moi en tout cas, c'est avec ça que j'écris. La plupart des écrivains écrivent avec ça, dans la mesure où, en fait, c'est quelque chose qu'on oublie quand on écrit un roman, mais quand même, de temps en temps, on se dit, mais en fait, on l'oublie pas à chaque fois qu'on écrit une phrase, et que la plupart du temps, la phrase ne marche pas. Alors, ça veut dire quoi qu'elle marche pas ? Vous la relisez, ça marche pas, en fait. Ça marche pas, ça veut dire, ça existe pas.
il n'y a aucune raison que ça existe, une phrase qu'on écrit ou un roman qu'on écrit, puisque littéralement ça n'existe pas. C'est-à-dire les personnages sont évidemment de la fiction. À partir du moment où chacun écrit, y compris sur soi, y compris le jeu de votre roman, c'est un jeu de fiction pour moi. Enfin, il existe en tant. Ce qu'il fait exister, c'est qu'il est. Il y a un effet, je trouve, de fiction très fort. Je pense notamment à la scène où on voit c'est la mère pleurer avec la grand-mère. Moi, elle m'a beaucoup frappée comme une scène très forte de fiction. Donc si on écrit je, déjà c'est plus de soi dont on parle, on est pris dans un mouvement de l'écriture qui est celui de la fiction. Et donc il n'y a aucune raison que ça n'existe pas, donc il faut y croire. À partir de là, il faut réunir les conditions de la croyance, et il n'y a aucune différence entre essayer de faire en sorte que déjà soi-même on y croit en se relisant pour que le lecteur y croit ensuite, et ce que fait un enfant quand il dit, on dirait qu'on va faire, je sais pas, qu'on va jouer à chat, et je vois mon fils par exemple joue à chat avec le chat, et donc ça l'amuse que le chat soit le chat. Mais en fait déjà le jeu, non mais oui, exactement, parce que déjà on voit que le mot chat peut avoir déjà deux sens complètement différents. Et qu'est-ce qui se passe si le chat devient un chat ? C'est exactement ce qu'on fait en écrivant en fait. Et c'est vrai que la question de l'enfance, du point de vue de l'écriture, elle pose la question de la justesse, en fait. C'est-à-dire que cette phrase, par exemple, du chat, moi, je la trouve juste. Elle pourrait être un peu mignonne, un peu gnangnan, un peu bidon. Elle pourrait être. Il y a des phrases d'enfants, des fausses phrases d'enfants qui sont horriblement fausses. Hein. Dans les films, souvent, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, à hauteur d'enfant, comme faisait... par exemple, James Joyce, dans son recueil de nouvelles Jean de Dublin, où tout est écrit. En apparence, c'est des nouvelles avec des histoires différentes, etc. Et puis, il y a une sorte d'étrangeté. Et à un moment, on comprend qu'en fait, tout est à hauteur d'enfant. Par exemple, il y a des histoires d'enfants qui font l'école buissonnière. Et puis, donc, ils sèchent l'école pendant une journée. Et puis, ils rencontrent un type, un monsieur. Et c'est terrifiant. En fait. Il se passe rien, absolument rien. Alors, c'est terrifiant parce que c'est à hauteur de leur regard où on comprend que d'abord, ils ont quand même séché l'école. Ils vont sans doute risquer de se faire peut-être battre en revenant dans leur lycée catholique à Dublin, que ce monsieur est peut-être un prédateur ou pas. Ou c'est peut-être juste un adulte qui fait peur parce que quand on est enfant, la vieillesse fait peur, hein, ou on trouve ça moche, ou on trouve ça... Enfin... En tout cas, il y a un certain regard, une certaine hauteur de regard qui est celle à laquelle écrit Joyce dans ce livre, qui moi m'avait frappée, parce que c'est la hauteur de la justesse en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement, on sait tout de suite si c'est juste ou pas en fait. C'est-à-dire si on y croit ou pas. En fait, c'est le jeu quoi. Alors, Timothée, pour continuer sur cette question entre l'écriture et l'enfance, dans cette quête dont vous faites le récit, il y a un adjectif qui revient 2 fois pour parler de l'enfance, c'est intact. Alors, vous dites que toutes les enfances ne le sont pas, bien sûr, et vous écrivez que vous espérez, enfin, en tout cas, ce narrateur espère retrouver des lieux intacts. Et à côté de ça, vous n'ignorez pas que vous avez grandi, vous n'ignorez pas qu'il y a eu, pour vous citer, ce grand chavirement, donc tout cela est profondément vivant. Et ça me faisait penser à une phrase qu'on disait d'Artaud qui rassemble un peu ces deux choses-là. Quelqu'un disait d'Artaud, il a l'innocence que l'on a perdue et l'expérience que l'on n'aura jamais. Et j'ai l'impression que dans votre livre, vous êtes aussi dans ce... on voit bien qu'il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas d'amertume, vous essayez finalement de nous montrer ce paradoxe-là vivant entre une enfance intacte et tout le chemin que vous avez fait et une possibilité, on parlait d'irréversibilité, une possibilité d'y revenir tout en continuant sa vie aussi, quoi. Et je pense qu'il y a un chemin de réconciliation, en effet, mais j'y pense vraiment grâce à cette question. Pendant toute l'écriture, pour la première fois, parce que moi j'écris du roman d'aventure, du roman avec du coup de théâtre, avec donc je prépare mes cartouches pour le 3e tome où toutes les révélations vont avoir lieu. Donc normalement je marche pas du tout à l'inconnu dans l'écriture. Je suis un bâtisseur d'histoires. Et là, j'avoue que je partais à l'aventure. C'est-à-dire je partais à la recherche de cet enfant.
D'ailleurs, j'avais un point de côté dont je parle dans le livre. Je l'avais vraiment pendant toute l'écriture, pendant 1 an et demi. Enfin, c'est 100 pauvres pages. Enfin bon, sincèrement, il y a pire comme crise du milieu de la vie, mais ce livre en est une, vraiment. Du milieu de la vie en étant très optimiste. Et donc je faisais ce chemin et j'avais l'impression de poursuivre, de courir après cet enfant, de marcher à la suite de cet enfant. Je le traquais, et puis petit à petit, et là, j'étais spectateur, et franchement, je passe mon temps, je vais beaucoup, hier encore, j'ai vu 150 ou 120 élèves de Chaumont et d'un peu autour, et je leur dis beaucoup que non, le personnage qui soi-disant se met à vivre malgré vous, c'est n'importe quoi, on est des artisans, on construit, on fait semblant un peu, enfin on bâtit, et pourtant là, il se passait des choses un peu étranges dans le fait que je ne savais pas exactement ce qu'il m'emmenait faire. Et là, révélation. Je me souviens, j'étais dans les bois. Ma petite sœur, elle serait furieuse que je raconte ça, m'avait confié une boîte de cigares cubains, d'énormes cigares, que son ex lui avait rapporté d'un voyage à Cuba, et qu'elle voulait que je fasse brûler entièrement pendant les 10 jours de solitude où j'étais dans cette maison au fond des bois, qui est mon Neverland. C'est aussi une particularité, c'est que je peux retourner dans ces lieux de l'enfance qui sont toujours ils sont toujours présents, même si on ne sait pas ce qu'ils vont devenir parce qu'ils sont pas à l'échelle de notre temps. Et donc, je me baladais dans les bois avec mes cigares en essayant de travailler dès le matin pour vraiment les avoir tous finis à la fin de la période. Et donc, j'avais l'air de rien, j'étais vraiment... Et un carnet, parce qu'il est si fin, ce livre, que j'ai pu entièrement l'écrire dans mes carnets. Mais j'étais pas très bien, peut-être à cause du cigare, des 3 cigares par jour, mais aussi j'étais bizarre quand même. Et tout à coup, j'ai levé les bras en l'air, mais comme un fou, en disant, j'ai compris, et j'avais compris que je raccompagnais cet enfant. Que cet enfant que je croyais courser, poursuivre, je le raccompagnais. Et c'est la dernière scène, c'est pour ça que j'étais vraiment bouleversé en lisant le livre d'Hélène, c'est que la dernière scène où j'arrive sur le fleuve, le dernier fleuve ou le premier fleuve, je ne sais pas, j'arrive au bord de ce fleuve, et là il y a 2 enfants sur ce fleuve, et bon, j'en dis pas plus, parce qu'évidemment, c'est un polar poétique, mais j'ai quand même compris que je raccompagnais cet enfant, et aussi, j'ai compris, et je me souviens du soulagement de ce dernier chapitre, où tout à coup, je rejoignais la fiction, qui est mon milieu naturel. Voilà, j'étais le poisson qu'on remet dans l'eau. Et là, je termine le début d'une grande aventure, d'un roman qui paraîtra au printemps, d'une saga, à nouveau, une trilogie, quelque chose de vraiment fictif, il y a plusieurs siècles, pour bien mettre à distance et bien parler en fait de ce qui compte pour moi aujourd'hui, malgré tout, mais en ayant enlevé mon armure de protection que j'ai peut-être plus que jamais dans Neverland. Et c'est pour ça qu'en effet, c'est un jeu de fiction. Et donc, mais le plaisir d'écrire de la fiction dans ce dernier chapitre, c'était ma consolation, mais ça aussi, je me le suis jamais formulé vraiment. Je me le formule là ce matin, à l'aube, à Chaumont. C'est connu, les auteurs, 10h30, c'est l'aube. Non, c'est pas vrai du tout. Et donc, voilà, je pense qu'il y a le soulagement. La fiction est venue me consoler de l'abandon que je faisais à la fin de cette histoire. C'est très bizarre, mais c'est des mécanismes
qui sont de survie, hein, de survie ou de vie, de même un petit peu de mousse arrive à pousser entre deux pavés, elle trouve le moyen, elle va même se nourrir de la pollution, elle va même... donc moi je trouve ça... je suis un peu spectateur quand même, malgré ce que je répète à tous les enfants que je rencontre, je suis un peu spectateur de ce que j'écris. Merci. Hélène, peut-être parlons enfin de ce fleuve qui cartographie votre roman, qui presque le fait battre finalement. Il est profondément ambivalent, ce fleuve. Il est un peu la métamorphose même. Mo et Joe ne cessent de l'observer. D'ailleurs, il y a cette jolie phrase de Joe, le plus jeune, qui demande à son frère si c'est le même fleuve qu'hier. C'est un fleuve qui les accueille, qui les nourrit, qui les menace, qui porte une grande violence aussi, imprévisible. Il parle, il respire, c'est un peu comme ça que les deux enfants le voient aussi. Il protège, il trahit. Vous avez dit dans un entretien à l'Humanité que quand vous écriviez, vous aviez qu'une seule chose en tête, vous répétiez « reste dans le fleuve ». Je voulais savoir ce que ça voulait dire concrètement, au jour le jour de l'écriture, ce reste dans le fleuve. Je pense que chaque livre s'écrit. Moi, je crois que les livres s'écrivent un peu tout seuls. Enfin, ils choisissent quelqu'un pour s'incarner, mais quelqu'un qui doit s'effacer le plus possible, à mon avis. Et là, ce fleuve s'était imposé. Et au bout d'un moment, j'ai compris alors il y avait aucun plan pour le coup alors chaque livre a une méthode différente, mais pour celui-là, dans la mesure où il s'agissait d'être dans le présent, c'est à la fois un roman d'aventure, on peut dire, parce qu'il leur arrive un certain nombre de choses à ces enfants, mais c'était écrit dans le présent. J'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer, ne serait-ce que parce que moi, en général, quand je sais ce qui va se passer, je m'ennuie, et comme je déteste m'ennuyer, donc je voulais être comme eux, quoi, en fait, dans le même rapport au temps. En revanche, je me rendais compte que dès que je m'éloignais du fleuve, ça marchait plus, en fait. Et peu à peu, j'ai compris ce que je savais, au fond, probablement dès le début, que c'était vraiment le personnage principal. Puisque même à un moment, j'avais l'idée d'un livre qui soit encore plus fantastique, entre guillemets, c'est-à-dire avec vraiment un fleuve avec qui soit, je dis fantastique. Moi, je fais aucune différence entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire, j'en fais une psychiquement parce que je suis pas dingue, si vous voulez, mais pour le reste, j'en fais aucune. Et quand j'écris, j'en fais pas. Et donc, par exemple, le fait que ce fleuve ait des pouvoirs, c'est sur un certain plan, ce qui est le cas de tous les fleuves. C'est-à-dire, je me disais, par exemple, quand les gens nagent dans un fleuve, dans la mer, même dans une piscine, ça marche, même dans une flaque, ils laissent quelque chose d'eux. Ils prennent sans doute quelque chose, mais ils y laissent aussi. Ils y laissent des sentiments, des pensées, des souvenirs, des chagrins, sans compter tous les noyés, évidemment, que charrient les fleuves, toutes les histoires. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc ce fleuve était cette créature là au premier plan qui était le personnage principal. C'est lui le narrateur d'une certaine manière. C'est lui l'auteur, on pourrait dire même, du livre. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'aurais voulu, que ce soit lui l'auteur du livre, le fleuve. Alors, il y a aussi une chose qui rassemble vos deux livres, c'est aussi cette idée que les enfants font l'expérience du temps. Alors, je pense à deux phrases qui se répondent très bien. Timothée, vous parlez d'un été qui durait des vies entières. Et Hélène, vous écrivez au bord des eaux dormantes, une journée s'achevait qui avait contenu plusieurs saisons. Et je trouvais ça intéressant, cette idée-là d'une enfance qui est synonyme de prendre la mesure du monde. Enfin, pour le fleuve, pour Mo et Joe, c'est vraiment constant au fur et à mesure, par exemple, des expériences qu'ils font. C'est toutes les premières fois, finalement, que vous avez aussi écrites. Est-ce que vous voulez réagir sur cette idée-là de la mesure ? Oui, c'est la question de la première fois. C'est vrai que disons l'exigence, le défi, ce à quoi nous convoque l'enfance quand on écrit un livre avec des personnages qui sont des enfants et qu'il ne s'agit pas juste que ce soit un décor, mais que ce soit à hauteur d'enfant, c'est que beaucoup de choses, d'expériences soient faites pour la première fois. Et que donc, celui qui les écrit soit en mesure de retomber dans cet état
qui est celui de la première fois. En réalité, ça devrait être le cas de tout écrivain, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt d'écrire un livre si c'est pour répéter indéfiniment ce qui a déjà été écrit 1 million de fois. En fait, c'est pour ça que pour moi, il n'y a aucune différence entre... l'enfance, c'est l'écriture même. Par ailleurs, c'est la condition humaine, en réalité, parce que ce que vous décrivez là, le fait qu'une journée contienne toutes les saisons, le fait qu'un été, l'élasticité du temps, ou au contraire, le fait, c'est ce qu'on appelle la durée, c'est pour chacun cette expérience-là. Donc, retomber en enfant, c'est retomber dans cette relation-là à ce qu'on appelle la réalité, mais qui n'a d'objectivité c'est extérieur comme catégorie. Donc ça, on en revient à Alice au pays des merveilles. Hein, c'est une journée peut grandir. Enfin, une heure ennuyeuse peut durer des siècles, hein, et au contraire avoir l'intensité d'une seconde. Donc c'est à ça que ça nous convoque. Oui, je pense que c'est d'abord l'enfance fait apprendre à se rendre compte du temps. Je pense quand même qu'il y a quelque chose d'une forme d'accélération du temps tout au long de la vie quand même. Enfin, c'est quelque chose qui s'emballe petit à petit. Et d'ailleurs, les études de psychologie de l'enfant, etc., montrent vraiment ça, cette accélération qui fait que l'enfant tout petit, la seconde où il a faim, ne peut pas imaginer que cette faim puisse être comblée, parce qu'elle remplit tout. Cet instant remplit tout. Et je me souviens très précisément, c'est peut-être vraiment ma seule particularité, c'est peut-être pour ça que j'écris aussi des livres pour la jeunesse, c'est que j'ai une empreinte de ça, de ces sensations-là, du goût de la peinture, du lit à barreaux. Quand même, je devais être petit, à moins qu'on m'ait mis dans un lit à barreaux à 18 ans. Mais par sadisme ou par peut-être raffinement. Et donc, je me souviens vraiment du 30 juin de chaque année, quand il y avait l'été devant moi, et que mon cerveau n'était pas capable d'enjamber cet été, d'aller jusqu'au 1er septembre. Il n'y aurait jamais de rentrée. C'était, je ne sais pas si la fin de tout, le début de tout, c'est-à-dire il y a quelque chose qui remplit complètement. Et ça, j'avoue que pour le coup, ma seule vraie nostalgie, c'est ça. C'est le temps étiré, c'est de la pâte à modeler du temps. Et quand je raconte les souvenirs, il y a quelques souvenirs que je raconte. Ma famille est tordue de rire des souvenirs que j'ai choisis. Parce qu'il y aurait des choses tellement plus spectaculaires à raconter que le réveil d'une sieste en culotte d'éponge à descendre les marches, ou que des histoires. Ils me disent, mais pourquoi t'as raconté ça? Et tout simplement parce que je voulais parler de l'enfant, je ne cherchais pas du tout. J'écrirai un jour mes mémoires qui auront un grand succès. Mais j'ai le temps pour le faire, et il faut absolument qu'il m'arrive des choses un peu plus intéressantes. Il y avait des gens qui d'ailleurs lisaient ça et qui le lisaient et qui disaient, mais à quel moment il va se faire violer? Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que j'allais pas briser jeter le jouet par terre à un moment. Pourquoi parler du bonheur perdu? Sauf que il n'y a pas que le bonheur, il y a vraiment aussi la blessure de l'incapacité, de l'impuissance de l'enfant. Ça, je m'en souviens on est comme une petite momie un peu aussi quand on est enfant tout petit. Ça, je me souviens de pas réussir à trouver l'origine de ce malaise anthropologique que j'avais. Donc voilà, mais je trouve que malgré tout, ce problème du temps, il y a un moment où je l'ai gommé et où j'ai essayé d'être dans ce présent de chaque instant que je raconte. Et j'ai construit cette petite quête qui est ridicule, qui est je suis un peu Sancho Panza quand je dis j'ai harnaché mon cheval et je suis parti à la recherche de l'enfance. C'est ridicule, complètement, je le sais, mais c'est mes seules armes pour le faire. De même que j'ai mis à plat le temps dans l'espace pour pouvoir y voyager.
De même, j'avais besoin de ce petit cheval pour me déguiser, pour faire... À un moment, je raconte une scène de déguisement et je réalise avec la distance que je mets les vêtements des morts. Et c'est le cas quand on se déguise, quand on a des malles de déguisement, tous ceux qui les ont, enfin des vieilles malles de déguisement, tous ceux qui les ont portés sont morts. Et même si on fait des scènes de mariage en s'avançant avec sa petite cousine au bras, s'il y a quelque chose de... Moi qui déteste Halloween, on y est. Hein. Alors peut-être une dernière question avant de vous laisser la parole, parce que comme on a commencé en retard, je ne voudrais pas prendre de votre temps à vous. Hélène, il y a quelque chose qui traverse aussi beaucoup l'expérience de ces deux frères. C'est des questions qui tournent autour de la langue, de la nomination finalement du monde. Il y a des histoires de prénoms, il y a même des histoires entre guillemets, enfin je dis ça de façon tout à fait laïque, des histoires de baptême, puisqu'il baptise d'un nom une petite fille qui n'en a pas et qu'il rencontre. Il y a cette idée-là que finalement chaque monde a sa langue et que et puis peut-être aussi chaque fratrie a sa langue. Il y a aussi un frère dans votre livre, Timothée. Je trouve que c'est ça aussi, l'enfance aussi, c'est aussi s'inventer une langue avec son frère ou avec sa sœur pour inventer le monde dans lequel on vit. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Alors c'est un grand sujet du livre, on ne pourra pas l'épuiser, je pense, mais c'est important cette idée de nomination du monde. Oui, je leur ai inventé une langue, en effet, à ces deux frères qu'ils se chantent à travers une berceuse que le grand frère chante à son petit frère le soir pour qu'il s'endorme. Je ne sais pas comment ça m'est venu, peut-être parce que moi j'ai été élevée essentiellement. Moi je me disais, j'ai pas ce rapport à l'irréversible parce qu'il se trouve que comme pas mal d'écrivains, je dis ça parce qu'à chaque fois j'écoute des histoires de vie d'écrivains à la radio et ça me bouleverse. Ils sont quasiment tous orphelins. Bon, moi j'ai plutôt commencé, c'est pour ça le Paradis perdu. Bon, plutôt commencé tôt avec l'expérience de la mort, disons. Et donc, du coup, je pense que ça, un peu comme dans un film de Coppola où on voit une horloge qui tourne à l'envers, ça donne un rapport au temps qui est un peu... enfin, qui n'est pas le même, disons. Et qui, du coup, en l'occurrence, a beaucoup à voir avec la fiction, qui s'accroche beaucoup avec la fiction, puisque si on décide... on peut aussi décider que la mort n'existe pas. C'est ce que font les écrivains, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et pourquoi je parle de ça ? La nomination. Oui, donc c'est venu. Oui, je parle de ça parce que donc j'ai été élevée par une mère du coup dont la langue maternelle n'était pas le français. Alors peut-être ça m'a marqué cette histoire enfin c'est sans aucun doute. J'ai été plongée dans le bain d'une langue qui était quelqu'un qui n'était pas à l'aise du tout d'une certaine manière dans la langue française et qui en avait une autre que je pratiquais pas vraiment, enfin en fait oui et non, et donc c'est venu comme ça aussi parce que ce fleuve était inspiré d'un fleuve que j'avais connu dans l'enfance, et puis c'est l'idée qu'on trouve par exemple dans un très très beau roman d'Alexandre Dumas qui s'appelle Les Frères Corses, l'idée de la télépathie des fratries. Cette manière finalement que ce soit une langue réellement inventée ou pas, il y a toujours l'idée qu'une fratrie est liée comme ça, et comme quand on voit souvent des photos des frères et sœurs, là je regardais avant de prendre le train, j'étais en avance, là, un livre qui est paru sur Simone Veil où on voit des photos de toute cette fratrie, très belle fratrie de ces petits enfants baignés dans la lumière comme ça de Nice, et ils sont isolés en fait, ils sont isolés dans leur relation fraternelle, mais comme toute fratrie. Donc du coup voilà, peut-être que j'ai poussé la chose encore plus avec cette langue. Et puis la nomination, qui alors est pas du tout laïque, d'ailleurs elle est franchement mythologique même, où il s'agit en effet de baptiser, puisque j'entendais tout à l'heure dans la restitution d'une résidence qui a eu lieu, l'écrivain qui disait que tant que les choses ne sont pas nommées, elles n'existent pas. C'est très juste, ça m'a touchée d'entendre cette phrase, parce que c'est vrai que quand on écrit, c'est à ça qu'on croit. Pour le coup, si on a une croyance qui réunit, je pense que ça vous réunirait
aussi, c'est celle-là et avec cette illusion, cette croyance ou cette illusion qu'en renommant, on va nommer pour la première fois. Alors la plupart du temps, c'est sans doute pas vrai. Peut-être que les images qu'on reprend sont éculées, peut-être que des choses ont déjà été dites, etc. Mais on peut pas écrire si on croit que ça a déjà été dit. Il faut à chaque fois penser que le monde, c'est démiurgique, hein, c'est vraiment voilà. Donc oui, donc ils ont cette langue, ils ont des chansons, il y a pas mal de chansons. Et il y a une enfant qui rencontre qui n'a pas de nom, donc elle s'appelle sans nom jusqu'au moment où en effet elle doit avoir un nom. Et voilà. Mais j'ai beaucoup étudié les noms. Vous parliez des poissons, les noms des poissons, la pêche, la vie, voilà. Oui, moi j'ai été touché par effectivement cette manière de nommer, pour faire exister cet enfant. En effet, il fallait lui trouver un nom et cette sorte de réunion qui a lieu pour donner un nom. Et ça m'a rappelé, comme ce roman-là que je suis en train de finir de corriger en ce moment. Il y a un moment, il y a un personnage que c'est une femme africaine qui a été mise sur un bateau négrier parce que c'est vraiment mon héroïne est africaine, mais elle arrive, elle a 12 ans et elle arrive dans ce bateau et les marins, les blancs donnent un nom à chaque. Et il y avait une tradition terrible qui était d'appeler les deux premiers, le premier homme et la première femme, de les appeler Adam et Ève, les premiers qu'on chargeait, les premiers qu'on achetait sur la côte de Guinée. Et là, et pendant un temps, comme il faut que je nomme mes personnages, cette femme, je l'appelle Ève. Et puis, à un moment, je ne pouvais plus l'appeler Ève. Et finalement, dans tout le livre, je l'appelle la femme que les Blancs appellent Ève. Et parce que et c'est très important pour si tout à coup j'étais complice, comme en plus tout mon travail a été d'essayer de ne pas raconter depuis l'autre côté de la barrière, cette barrière qu'on mettait entre les gardiens, les négriers et les captifs, de faire très attention parce que toute l'histoire n'est racontée que, normalement, l'histoire avec un grand H, n'est racontée que de ce point de vue. Il fallait que je fasse très attention à la manière de nommer les choses. Je sais que je vais d'ailleurs en prendre plein la figure parce que quoi qu'il arrive, on est maladroit. Et donc ouais, ce fait de nommer, et puis ces secrets, juste pour finir, ces secrets dans la fratrie, enfin ces fictions qu'on se raconte. J'en raconte une dans Neverland, je me souviens d'un jour où, avec mon frère aîné, on a commencé à se raconter que si ça se trouve, on n'existait pas et que tout le monde faisait semblant qu'on existe. Et ça a duré très longtemps, et il a été d'accord pour qu'on fasse ça, qu'on décide ça. Et on trouvait que les gens étaient très forts parce qu'ils arrivaient à nous faire exister. Ils nous mettaient une assiette au petit déjeuner, enfin, ils nous faisaient des tartines. Et ça, je pense que c'était précurseur quand même de ce besoin d'être un personnage de fiction aussi. Allumer les contre-feux de l'imaginaire, c'était voilà, ça. C'était ça, exactement. Je vous laisse la parole pour vos questions. Puisqu'on a encore un peu de temps. Même une question très timide. La première, elle est très très timide. Non. Par rapport au thème de l'enfance, on n'a pas entendu parler d'émerveillement, de beauté, d'expression de l'infini. Et quand on a le plaisir, je dirais, donc, par une Madeleine de Proust, d'être envahi par l'émotion, des sensations passées, etc., est-ce que ça ne nous invite pas à rester justement très attentifs, je dirais, aux beautés de la vie, à la belle chose, à l'émerveillement, à la spontanéité? Et ça, est-ce que c'est pas aussi une façon, quelque part, au lieu d'aller effectivement d'être raccompagné vers un passé, mais plutôt aller vers une terre, je dirais, ce que vous disiez géographiquement, pleine de ces choses? Est-ce que parfois on n'est pas un peu obstrué, un peu, je dirais, noir, et alors qu'il y a des choses magnifiques et on ne les voit plus? Alors que lorsque vous côtoyez des enfants, vous êtes toujours très agréablement surpris de cette explosion de joie devant des choses qui leur est propre, avec leur propre définition de la beauté. Et nous, est-ce que tout ça, on ne l'a pas un peu oublié?
Moi non, mais enfin, je veux dire, moi je crois vraiment, il y a une phrase très belle que dit Stephen King dans un de ses très beaux livres qui s'appelle Salem. Il dit que l'âge adulte, c'est la sclérose de l'imagination. Bon, moi, je me sens pas totalement concernée, et d'ailleurs, je pense qu'aucun être humain ne devrait se sentir concerné en réalité, parce que même s'il y a sclérose de l'imagination, elle est temporaire et on peut y remédier très facilement. Il suffit, comme Alice, de tomber dans ces sensations et qui ont à voir avec, comme vous le dites, l'émerveillement. C'est-à-dire, pour moi, j'ai pas prononcé le mot émerveillement, mais pour moi, il est très proche de ce que je disais sur la première fois. Hein, le fait de regarder quelque chose comme la première fois. Alors, il y a l'émerveillement, il y a l'étonnement, il y a la peur aussi, souvent. Il y a l'enthousiasme, hein, qui est un sentiment très important, hein, qui a été un grand sentiment à une époque merveilleuse qui était le XVIIIe siècle, hein, à l'époque de la Révolution, à l'époque, voilà, l'enthousiasme, c'est très fort comme sentiment. Voilà, il y a quelque chose de toute façon de révolutionnaire et d'insurrectionnel dans le fait de regarder quelque chose comme la première fois, sans préconçu, donc oui, je suis d'accord avec vous. Oui, se laisser atteindre, se laisser toucher, c'est un peu c'est un peu ce qu'on doit essayer de prendre dans l'idée de pauvreté, en fait. C'est-à-dire, non pas ne rien avoir, mais être capable de recevoir, d'être touché. Alors, moi, je suis sans arrêt, je suis ultra vigilant sur le fait d'embarquer avec moi les enfants blessés, parce que cette manière de se laisser, d'être atteignable, ça veut dire que les blessures transpercent complètement, et que toutes nos blessures, ou presque, viennent de l'enfance. Donc il ne faut pas non plus oublier ça. Mais c'est aussi avoir la fragilité qui permet d'être touché. Donc c'est un équilibre. Moi, j'essaie entièrement d'être adulte. Je me bats pour être adulte parce que je trouve qu'il faut vraiment des adultes, et qu'il y a aussi... on ne va pas parler de Donald Trump ici, mais il y a quand même quelques enfants d'enfants maltraités. Pour moi, Donald Trump est un enfant maltraité. C'est-à-dire, c'est un enfant, parce que quand on dit un enfant insupportable, ou un enfant capricieux, ou un enfant totalitaire, etc., moi je pense qu'aux parents, pas aux parents, aux éducateurs autour, à ceux qui les accompagnaient. L'enfant n'y est pour absolument rien jusqu'à un certain moment, quoi, de sa vie. Et donc, je trouve qu'on a besoin d'adultes, mais qu'il faut... garder ces zones qui frisent quand le vent les touche, ces parties un peu liquides, un peu fragiles, ou c'est parce que et ça, j'aimerais bien. À un moment, je me suis demandé si ce livre devait devenir un manuel, un vrai. Et j'ai décidé que non. Je regrette un petit peu, mais peut-être ce sera un autre livre. J'aimerais, mais c'est très casse-gueule, mais j'aimerais vraiment faire une sorte de manuel de l'enfant, enfin manuel pour être un enfant, manuel pour les adultes pour être un enfant. Je sais pas comment je l'appellerais, mais je pense que je le ferai peut-être un jour. Et là, j'ai choisi Neverland pour plutôt l'hommage au pays de l'imaginaire, au paradis perdu, pour revenir au titre de la rencontre. Et j'avais terminé mon roman précédent, Le Livre de Perles, par une phrase tirée de Peter Pan. Donc c'était comme un passage. Cette phrase disait, je l'avais mis en exergue, mais à la fin, j'arrive plus à mettre des phrases en exergue au début, parce que je trouve qu'ensuite, elle contamine tout le reste du livre. Alors je le mets à la fin comme une sorte... Et même si la phrase que vous avez mis en exergue est magnifique, et j'avais mis à la fin cette phrase de J.M. Barrie, qui dit, à chaque fois que quelqu'un dit « je ne crois pas aux contes de fées », il y a une petite fée quelque part qui tombe raide morte. Et c'est voilà, ça bouclait cette idée de ce pays perdu.
Oui, je trouvais dans ce que vous racontez cette question du rapport au temps fort intéressante. Effectivement, ce temps qui, chez les enfants, n'a pas du tout la même notion, la même définition que chez les adultes. Hein. Le temps s'accélère, comme vous disiez, même si on a chacun un rapport au temps particulier. Est-ce que, dans vos romans, que je n'ai pas encore lus, il y a quelque chose qui tourne autour de on devient adulte quand se pose la question de la transmission et de la filiation. Est-ce qu'à ce moment-là, justement, il n'y a pas quelque chose qui tombe de l'enfance ou qui se réactive de l'enfance et qui fait que le rapport au temps devient différent? Peut-être, je dis en 2 mots, moi, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai terminé le livre et tout à coup, je me suis dit, j'ai oublié de penser à ma fille en l'écrivant, alors que j'avais, en plus, elle est dans l'adolescence, donc elle est pile dans mon thème de cette transition, cette sortie de l'enfance. J'ai complètement oublié, j'étais tellement dans l'enfant en moi que j'ai absolument pas pensé à l'échantillon représentatif, pas représentatif, Dieu merci, que j'avais devant moi tous les jours, et j'ai pas pensé un instant à cette enfance-là. C'est très étonnant, peut-être parce que justement je voulais pas être en safari dans l'enfance, je voulais être la gazelle et la girafe. Moi, je sais pas trop ce que c'est qu'être adulte. Oui, être adulte, c'est probablement d'être capable de concilier plein de rôles différents dans un même temps. Donc, comment dirais-je ? Mais quand on est écrivain, c'est pas pareil, par exemple, que quand on est parent, et ça peut même entrer en conflit. D'une certaine manière, c'est ce que vous venez de dire. Oublier, entre guillemets, sa fille adolescente en écrivant j'aime bien. Bon, moi, je les ai pas oubliés, mes enfants, parce que je les ai vraiment espionnés. Donc, je m'en suis servie, en fait. Je les ai regardés. En plus, moi, j'ai pas d'expérience de la fratrie, donc j'en avais une sous les yeux. Donc, j'ai vraiment espionné. Bon. Je pense que tous les humains, moi je suis assez convaincue que tous les humains sont exilés de leur enfance, qu'il y a une sorte de condition humaine générale qui est celle de l'exil, qui est stigmatisée à travers certaines catégories d'exilés, mais qui en réalité est beaucoup plus universelle. Et je suis souvent, quand vous parlez de Trump, pour moi c'est plutôt quelqu'un qui est exilé de l'enfance complètement, même s'il a des traits sans doute d'enfant tyrannique, etc. Mais pour moi ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec l'enfance en tant que telle. Et je pense que la littérature est un des modes d'accès à ça, quelle qu'elle soit. Alors la poésie, c'est évident, mais quelle qu'elle soit. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais on ne peut pas écrire en tant qu'adulte, ça n'a pas de sens, en fait. Parce que, comme dit Stephen King, l'âge adulte, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est la sclérose de l'imagination. C'est un rapport au monde qui est un rapport fonctionnel. Quand vous écrivez un roman, ou alors c'est pas de la littérature, quoi. Vous pouvez écrire, j'en sais rien, moi, mais la littérature, c'est la négation de quelque chose de fonctionnel. Donc, c'est pas social, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en même temps, c'est indispensable, comme disait Jean Cocteau. Donc c'est pas du côté de l'adulte. Ça produit rien, d'une certaine manière. Donc transmettre, en tant que parent, oui, on transmet des choses. Moi, quand j'ai écrit ce livre, c'est plutôt mes enfants qui m'ont transmis quelque chose. C'est comme dans le très beau livre de Hofmannsthal, La femme sans ombre. C'est Hofmannsthal, La femme sans ombre, où c'est les enfants qui accouchent de leurs parents. Les enfants choisissent. Moi, je crois ça pour les livres. Je pense que les livres choisissent leurs auteurs, mais on pourrait dire ça d'une certaine manière, qu'on est aussi accouché de ces enfants, de ce point de vue-là. Bon, c'est pas un point de vue. Après, il y a le point de vue adulte, qui est un autre point de vue, mais il est extra-littéraire pour moi. Vous voyez ? Oui, bonjour. J'ai fait lire Toby Loveless il y a très longtemps à mon fils. Je l'avais lu avant parce que je lis toujours parce que j'aime être dans savoir ce qu'il va lire lui, donc puis en parler après. Et quand j'ai vu que vous aviez écrit un livre pour adultes, je me suis précipitée. J'ai dit tiens, je veux voir qui c'est. Et bon, je
j'ai découvert et j'ai compris des choses sur ce que vous aviez écrit avant. Donc là, moi, je suis pas du tout dans le monde adulte, donc je suis complètement, voilà. Donc je voulais savoir si vraiment, oui, en effet, votre livre permet de découvrir des choses sur les mondes que vous avez créés avant. Alors, tout simplement. Donc c'est un manuel. J'ai réussi. C'est un manuel. Voilà. Moi, je n'ai pas de questions d'adulte à vous poser. Non, désolé. Mais c'est vraiment. Je pense en effet. Alors c'est un effet. C'est quelque chose. C'est un peu malgré moi, mais c'est sûr que. Je pourrais, après coup, heureusement, parce que je ne l'ai pas fait pour ça, après coup, prendre chaque page et montrer comment c'est présent dans les fictions soi-disant très fictionnelles que j'écris. C'est vrai qu'il y a de ça, parce que tout simplement, et je le disais hier aux élèves de 5e et de 6e que je voyais, qu'on n'a rien d'autre pour écrire que ce qu'on est, que ce qu'on absorbe, que ce qu'on voit, que les livres qu'on a lus cette nuit, que les rencontres qu'on fait, et que donc c'est ça, on est ce compost là de tout ça, des bonnes comme des grands malheurs, des bonnes choses comme des grands malheurs, tout ça, et donc à partir du moment où je parle un peu de mon enfance, mais comme cobaye, je suis le cobaye pour parler de l'enfance, pas en général, mais l'enfance absolue, c'est vrai que c'est un peu ça, ce que je cherche. Eh bien, je pense que je pense qu'en tout cas, ça joue ce rôle-là. Ça a été édité en folio là il y a quelques semaines. Et Gallimard a mis une photo de moi d'abord en couverture tout petit à 3 ans, et puis ensuite et a mis au dos vraiment un souvenir, le début des premiers chapitres autour d'une mission que me confie mon grand-père, donc très autobiographique. En plus, il y a une phrase de Monsieur Bunel disant un récit autobiographique, etc. Donc tout ça pousse beaucoup de ce côté-là. Peut-être parce que c'est Gallimard qui a repris à l'Iconoclaste les droits pour le folio. Et je trouvais ça m'a ouvert des horizons, en fait. Je trouvais ça, j'ai dit oui, mais comme ça, est-ce que... Ah, il dit oui. Alors, je vais laisser faire parce que je crois qu'il... Mais je pense que ça joue ce rôle-là un peu de petit guide aussi de lecture sur ce que... voilà, sur ce que j'écris. J'espère que ça fait peut-être... j'ai beau vouloir m'en défendre, malgré tout, ça passe, parce que malgré nous, tout passe dans ce qu'on écrit. Il me reste à vous remercier beaucoup, tous les deux. Merci infiniment. Merci.